Il fut un temps, pas si lointain, où TV Liberté a explosé les compteurs sur la plateforme Google YouTube. Et c'est alors qu'est survenu l'inimaginable. Une censure brutale, totale, sans appel. Non pas une simple suspension, mais la fermeture pure et dure de nos chaînes par Google. Mais parce que nous dérangeons. Une nouvelle attaque politique est survenue, plus sournoise, plus insidieuse, mais aussi plus meurtrière, la censure bancaire. Et le choc a été d'une ampleur inégalée, une perte sèche estimée à ce jour à 300 000 €, et cela en quelques semaines. Et une nouvelle fois, nous ne nous sommes pas laissés abattre. La riposte a été immédiate. Notre président Philippe Millau a sollicité tous les conseils possibles et interpellé le président du Sénat, appelant à voter enfin en seconde lecture la loi visant à lutter contre la fermeture arbitraire des comptes bancaires. Il entend aussi obtenir réparation en portant l'affaire devant la justice et faire rendre gorge à ceux qui ont tenté d'étouffer TVL financièrement. Vous l'avez bien compris, TV Liberté est plus qu'une chaîne, c'est un combat. Un combat pour la liberté de penser, de parler, d'informer, dans un monde obscurci par une démocratie confisquée et une forme de totalitarisme larvé. Et ce combat, nous ne le perdrons pas, à condition de ne pas relâcher l'effort. Vous avez compris que nous avons vraiment besoin de votre aide, et ce, avant le 20 juillet, date où nous devons faire face à de vraies grosses échéances. C'est donc un appel à l'aide que nous vous lançons. Ce combat auquel nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas le perdre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là. Toujours à peu près la même équipe que j'ai autour de moi. Christophe, bienvenue. Bonjour Olivier, à tous. Merci. François et Daoud. Voilà, Ravi. C'est même la même équipe que. C'est marrant, c'est la même équipe que le mois dernier. La belle équipe. C'est la belle équipe. La belle équipe. Il n'y a pas de monde blanc. Voilà, c'était en 1980, c'était un petit papier, une réflexion de Guillaume Faye, que aujourd'hui Guillaume Faye est vu par les identitaires et les gens de la fierté de la race blanche. Guillaume Faye, en 1980, nous expliquait qu'il n'y avait pas de monde blanc. C'était un simple encadré qui résumait bien les positions différentialistes de l'époque. Sauf que, voilà, 45 ans après cet article, aujourd'hui, nos adversaires ont décidé de désigner eux l'ennemi, et pour eux, l'ennemi, c'est le monde blanc. Donc, mon cher François, si le monde blanc n'existe pas, il ne peut pas avoir de racisme anti-blanc. On est bien d'accord. Oui, c'est... Voilà. Mais on va en parler tout à l'heure, parce que Christophe va nous dire, en 1980, quelques éléments, parce que beaucoup de lecteurs ne connaissaient pas. J'aime bien vous faire un petit un petit panorama. Alors, notre émission, c'est cette année-là. Et alors, on prend toujours la base d'un numéro d'éléments. Il s'agit du numéro 34 que nos lecteurs peuvent trouver sur le site en version numérique. Un numéro 34, je crois, de 1980. Alors, c'est l'occasion c'est un prétexte pour revenir sur un numéro qui d'ailleurs est passionnant en dehors du petit article de Guillaume Faye. Et après, François Bousquet nous parlera de son livre qui est important, qui vient de sortir. Alors, un petit panorama général où l'on se rend compte d'ailleurs que le monde n'a pas si évolué que ça. Alors, sur la géopolitique internationale, sur la politique internationale, alors effectivement, c'est l'URSS. C'est l'URSS avec le président Carter et les problèmes d'Afghanistan, donc ça c'est le monde global. En Europe, nous avons le surgissement de Margaret Thatcher, en même temps que Reagan, qui ont initié ce qu'on a appelé la révolution conservatrice. Au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en fait, les problèmes sont presque les mêmes qu'actuels. C'est le début de la guerre Iran-Irak. C'est également en Syrie les soulèvements d'Alep par les islamistes. En fait, les islamistes, il y a une guerre civile épouvantable avec la famille Assad qui parvient à les contrer, où il y a 3000 morts, c'est épouvantable. Il y a une ligne dure en Israël où le ministre des Affaires étrangères, je crois que c'est Isaac Shamir. Les mêmes histoires. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? La Pologne à côté de l'URSS, c'est le début un peu de l'ouverture libérale, la libération des syndicats. Et puis le commencement de la disparition de la Yougoslavie avec la mort de Tito. Et nous avons également deux choses. Nous avons les attentats à la rue Copernic de Paris.
et l'attentat de la gare de Bologne aussi, qui sont des moments très importants des années 80. Voilà, alors je poursuis mon petit panorama culturel, c'est la mort de Sartre, de Barthes, d'Hitchcock, de Genevois, de plein de gens. Qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on fait? On écoute U2, In Excess, les Cure, Iron Maiden, Bashung qui émerge. Oui, bien sûr, c'est un vieux groupe anglais. Voilà, c'est pour un peu de fantaisie. En cinéma, nous avons le dernier métro de Truffaut, nous avons un certain nombre de choses, des Monty Python, Raging Bull, plein de choses, etc. Et puis sur les quelques livres dans le domaine littéraire qui intéresseront François Bousquet d'ailleurs, je crois que Miloš, qui était publié à l'âge d'homme et prix Nobel en 80. Nous avons des gens comme Umberto Eco qui surgissent. Et puis pour finir, pour encore faire plaisir à François Bousquet, c'est l'apparition en 80 de Fin de siècle de Jean Edernalier. Voilà. Ah oui. Texte un peu oublié aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Oui, c'est peut-être pas son plus grand livre. Non. Oui, mais on a oublié malheureusement pas seulement ce livre-là. Oui, je crois qu'on a oublié complètement. Malheureusement, parce qu'il y a l'Idiot International qui fut une aventure de presse phénoménale. Voilà. Donc on va revenir sur ce petit article de Guillaume Fay. Et cette simplification, François, que dénonçait à l'époque Guillaume, d'un côté c'était de dire il y a le monde occidental blanc et de l'autre il y a le reste du monde, c'était le noir, le jaune, le tiers-monde, tout ça, etc. Et d'un côté c'était l'être civilisé blanc et de l'autre le sauvage. C'est ce qu'il dénonçait lui. En gros, le tiers-monde d'un côté et le monde civilisé de l'autre. Cette notion simpliste nous revient un peu comme un boomerang par nos adversaires parce que maintenant le paradoxe c'est qu'ils considèrent que le racisme blanc anti-blanc n'existe pas. En toute logique, si le racisme anti-blanc n'existe pas, le monde blanc n'existe pas. Et pourtant, pour eux, l'ennemi, c'est le blanc. Oui, c'est le point. Christophe disait que ça n'avait pas changé tant que ça sur le plan géopolitique, encore que, mais oui, de fait, on retrouve, il y a des poches explosives, qui restent des poches explosives au Moyen-Orient, etc. Ça a quand même beaucoup changé sur cette question de l'ethnicisation des rapports sociaux en 40 ans. Et Guillaume Fay est victime de sa propre prophétie, si je puis dire, puisque tout ce qu'il dénonce dans 80, il a encore un logiciel de très nouvelle droite, et bien les dernières années de sa vie, il a épousé précisément la vision occidentaliste d'un nationalisme blanc qui reste une chimère, d'un nationalisme blanc qui repostule que le seul patrimoine qui vaille, ce qui est toujours un paradoxe pour des identitaires, que le seul patrimoine qui vaille, c'est pas le patrimoine géographique, historique, culturel, religieux, c'est le patrimoine génétique, qui fonde l'idée qu'il y a des solidarités qui se nouent par-dessus les continents, par-dessus les appartenances. Et ça c'est ironiquement sûrement le résultat de deux choses, mais après on va en débattre, d'un choix idéologique de la gauche, de la gauche. Ce choix, c'est celui des Black Studies, des études décoloniales, indigénistes, qui ont racialisé les rapports sociaux pour soulever aux États-Unis la question noire. Et en miroir, ils ont fait émerger la question blanche, qui avait été mise de fait, en tout cas en Europe, pas aux États-Unis, mais en Europe, qui avait été progressivement invisibilisée. Donc la théorie des sciences humaines a légitimé de plus en plus un discours biologisant, racialisant. C'est le premier point, mais le second point qui a totalement échappé à la gauche, même si elle en est l'acteur involontaire, c'est qu'on a créé les conditions d'une société multiculturelle, donc multiraciale, et vraisemblablement multiraciste, en ouvrant les vannes de l'immigration, ce qui fait qu'aujourd'hui on est confronté à une balkanisation, une libanisation de nos villes, de nos pays, et qui pose un problème, qui remet au centre de la table la question ethnique. Que les choses soient claires, je ne maîtrise pas la question scientifique des races. Il semblerait qu'aux dernières nouvelles, mais je peux me tromper, c'est ce que dit Taguieff, les races sont plutôt un spectre. D'où la difficulté donc de mettre des curseurs, mais on peut néanmoins mettre des curseurs, mais quand même c'est un spectre, donc ça veut dire que c'est comme un nuancier, quoi. Mais moi c'est pas les races dont je parle, moi je parle des races sociales, Je parle du principe que ce qui gouverne les esprits c'est les représentations, pas les réalités. La race existe, c'est un phénomène sociologique de représentation de l'autre, donc c'est central et désormais c'est au cœur de nos problématiques, et je le redis après j'en ai fini, parce que les antiracistes, ironiquement,
certains d'entre eux, en tout cas, ont fait le choix de racialiser et de différentialiser les corps sociaux. Donc, ils ont remis la race qui a disparu. Mais surtout, pour moi, la raison principale, c'est l'immigration extra-européenne qui a fait que désormais, il y a un creuset. Ce creuset est explosif. Patrick, moi j'aimerais faire une note. D'ailleurs, recommandons la lecture du mot race de Renaud Camus, parce qu'il montre que le terme race est très polysémique. Aujourd'hui, on pense que c'est simplement biologique. On parlait d'une race d'écrivains, par exemple, encore certains critiques dans les années 20. Ce qui me marque aussi, c'est sur le fait que aujourd'hui, le racisme englobe, ce qu'on qualifie de raciste, englobe des phénomènes tout à fait différents. C'est-à-dire que ne pas avoir envie d'habiter à côté d'un taliban, pour certaines personnes de gauche, semblerait presque être raciste. Et on mêle un racisme de lynchage qui a pu exister, qui existe dans certaines banlieues, François en parle dans son livre, le racisme anti-blanc, ou qui a pu exister dans le sud des États-Unis dans les années 30, avec la simple volonté de défendre son mode de vie et de refuser la cohabitation avec une culture ou des populations qui ne nous plaisent pas. C'est affaire de goût. Par exemple, j'aimerais dire, moi je n'ai pas envie de vivre à côté d'un taliban. Ça ne m'intéresse pas, ni pour mes enfants, ni pour ma famille. Pour certains, ce sera considéré comme raciste. Ce qui n'a rien à... Mais par contre, je n'ai aucune envie, quand je vois, je ne sais pas, un noir dans la rue, je n'ai pas envie de l'égorger. Simplement, je n'ai pas forcément... En fait, le paradoxe, c'est que... Il y a vraiment cette flou sur le terme de racisme. C'est que la gauche a en fait fait balayer d'un revers toute l'idée marxiste. Ouais, elle a dépassé avant de vous répondre, un pro sur la définition du mot race. Oui, elle est problématique, mais jusqu'à un certain point. Je veux dire, on a quand même une race, certes, Camus a raison. Peggy parle de la race française, mais Peggy, Bernanos, 30 écrivains parlent de la race valaisanne, peu importe, et pas au sens de bestiaux, pas au sens de vaches. Simplement, on sait ce que c'est la race. Je veux dire, la race a une définition scientifique ou pseudo-scientifique ou proto-scientifique, peu importe, une définition culturelle qui s'impose après la Deuxième Guerre mondiale. Taguieff a des travaux assez solides et consistants sur le sujet. Donc on a un périmètre de la définition de la race qui est assez circonscrit, jusqu'à ce que les indigénistes, les décoloniaux pondent la théorie du racisme systémique, où le mot race, là, pour le coup, explose complètement. Là, pour le coup, on ne sait plus ce que c'est que le mot race. Et si on l'a criminalisé, ce mot, c'est très précisément parce qu'il y avait un fantasme, je sais pour vous répondre, il y avait un fantasme à gauche qui est complètement oublié, d'une société pan-raciale, d'une société post-raciale. Obama, en 2008, annonce une Amérique post-raciale, qui est le fantasme de l'antiracisme depuis 20 à 30 ans. On va devenir tellement universel que la question raciale sera derrière nous. Elle ne va plus nous hanter les esprits. On va enfin s'en débarrasser, quoi. Et là-dessus surgissent les théories du racisme systémique, une gauche qui renonce à la structure mentale du marxisme. C'est-à-dire que la question sociale est complètement évacuée. C'est un travail à gauche qui est assez ancien. La déconstruction depuis 68 de la figure du prolétaire, de l'ouvrier. Tout ça fait que, conjugué, que désormais, et Black Lives Matter, Black Lives Matter joue un rôle de caisse de résonance mondiale. C'est les années 2010. La première affaire avant BLM, c'est sous Obama déjà. Et je le redis, le fantasme, c'est qu'on va pouvoir se débarrasser du mot race, se débarrasser des... Mais non, les races sont partout, quoi. Et on s'est imaginé qu'une Babel indifférenciée pourrait fonctionner. Non, précisément, une Babel ne fonctionne pas. Parce qu'on a réuni trop de gens, trop de cultures contrastées, contradictoires, qui entrent en conflit les unes avec les autres. Que la gauche est intéressant, rejoint tout à fait les conceptions anthropologiques d'un certain libéralisme. C'est qu'au fond, elle dissout tout ce qui est de l'ordre de l'héritage pour ne voir que des individus, comme si un individu pur, on va reprendre la fameuse formule de Joseph de Maistre. Je n'ai jamais rencontré un homme, mais j'ai rencontré parfois des Italiens, des Français, des Allemands, etc. Et c'est vrai que la gauche ne voit pas à quel point, une certaine gauche en tout cas, mais bon, je ne sais pas si à gauche il y a des gens qui pensent encore l'identité, mais à gauche il y a cette idée qu'on pourrait mettre dans un même quartier 1000 peuples différents, tout irait bien, puisqu'au fond il n'y a que des individus et des êtres humains. C'est l'idée de l'homo economicus des libéraux, ou l'expression de Charles Champetier, je crois, l'homo consumens. D'ailleurs, il y a un discours souvent à gauche lorsqu'il s'agit de vouloir gommer les questions culturelles, type l'islamisation, le voile, l'immigration. On nous répète, mais il y a des inégalités sociales, il y a tant de personnes dans la rue, comme si, en fait, penser la frontière n'avait aucun lien avec
avec les inégalités sociales et qu'en fait, il fallait se cantonner à des discours strictement économistes. Sans parler d'ailleurs de cette pauvre Manon Aubry qui, lors d'un débat, je ne sais plus quel débat politique, avait dit « Mais si on vous mettait un terme à l'immigration, qui va vous livrer vos sandwichs Uber par Uber ?» Dupond-Moretti, ils ont tous une conception ancillaire de l'immigration, ce qu'en dit long peut-être sur leur subconscient. Et sur les origines sociales de Manon Aubry d'ailleurs aussi, sans doute. Ouais, mais de toute cette gauche qui est même plus caviar. Mais je suis pas. Moi, je rajouterais une chose, c'est que les universalistes, en particulier français, parce que c'est quand même nous qui l'avons porté de manière le plus cohérente possible, ce discours universaliste a fonctionné. Je veux dire, de la même chose que la même manière que les processus d'individualisation ont fonctionné. Mais c'est dans un univers monoethnique, monoculturel. Moi, je le pointe dans le bouquin, c'est que on peut être universaliste après tout. Moi, je m'en fous quand il s'agit d'assimiler des Italiens, c'est pas un problème. On peut être individualiste quand il s'agit de libérer l'individu de l'emprise communautaire, qui parfois peut être étouffante. Très bien. Mais l'individualisme ne peut fonctionner que dans un cadre communautaire cohérent éthiquement. Ce qui a été le cas jusqu'aux années 1950. Jusqu'aux années 1950, la France, les États-Unis aussi à leur façon, les États-Unis étaient monoethniques, parce que il y avait l'esclavage, donc les Noirs étaient là. Ouais, c'est la part maudite de la société. Donc la société fonctionnait parce qu'elle avait une cohérence culturelle, religieuse et aussi ethnique. Et ça, on y a mis fin à partir des années 1950-1960. Et tout notre schéma, en particulier nous Français, universalistes, individualistes, se heurte à des mécanismes de déliaison, de crise de confiance d'une communauté à l'autre. Et l'effondrement culturel, j'aime beaucoup cette formule d'Albert Caraco qui disait quand on a tout perdu, la seule chose qui reste, c'est le racisme, c'est la race. Au fond, quand on a tout perdu, ça accentue encore la haine de l'autre, par une haine d'ailleurs qui est parfois une haine de protection. Il ne faut pas jeter la pierre contre les haineux. Il y a des raisons de haïr parfois. Caraco, C-A-R-A-C-O, Albert de son prénom, qui a écrit quelques chefs-d'œuvre. L'Aubrévière du chaos. Comme le dit Olivier, moi je l'ai repris récemment, édité par l'Âge d'Homme, et à la fin, c'est ce qu'il passe son temps à dire, c'est que quand tout s'est effondré, ne reste que l'élémentaire. Et l'élémentaire, c'est la biologie. Vous avez eu du mal à trouver... parce qu'en fait, le problème, c'est que vous avez eu le même souci qu'un Christophe Guilluy ou même je pensais au fameux choc des civilisations de Samuel Huntington, c'est que les universitaires ne s'intéressent pas à ce sujet. Donc, de toute façon, il n'y a pas de sujet. Le sujet n'existe pas. Et le paradoxe, c'est que, en fait, les gens ont un peu honte de témoigner. Le racisme anti-blanc, ça me fait penser à ces hommes qui se font battre par leurs femmes, ils n'osent pas aller au tribunal. Je pense que c'est à peu près la même chose. Quand on est blanc, on peut pas. On est forcément supérieur dans le. Oui. Puis c'est un peu honteux, en tout cas pour un garçon, puisque c'est des logiques de l'honneur qui sont un petit peu écornées, puisqu'on est humilié, battu, etc., et infériorisé. C'est vrai. Alors pour les témoins qui ont vraiment morflé, ils sont quand même néanmoins venus à moi, non sans difficulté. Au départ, ils rechignaient, tout ça. Mais cela étant dit, à leur décharge, c'est que leur idéal du moi n'a pas été totalement démoli, puisqu'ils se sont révoltés contre ceux dont ils étaient victimes. Mais je retiens la comparaison, elle est très très juste. En réalité, ne témoignent que les gens qui ont été vraiment battus par leurs femmes très violemment. Donc moi, je parle de gens qui ont été très violemment battus, pas par leurs femmes, mais par la communauté environnante. Bref, les derniers blancs de la France des quartiers, des banlieues, ou qui est à l'interface de la France pavillonnaire et de la France des bars d'immeubles, celle dont François Ruffin... c'est quoi la formule de Ruffin complètement délirante c'est les tours et les bourgs. Donc moi je fais c'est les tours qui tabassent les bourgs en fait en quelque sorte. Donc à la fin de toute façon les tours tabassent tout le temps les bourgs dans la cour d'école. Mais c'est dur d'avoir ces témoins, je le conviens. Pourtant Dieu sait que moi je fais pas le pari malheureusement. Parce que c'est pas un pari, mais je crois que c'est vraiment un phénomène très très répandu. Si je m'en tiens à tous les témoignages que je peux voir sur les forums de discussion, sur les commentaires de vidéos YouTube, ou ne serait-ce que sur mon compte Twitter, je suis effondré. Quand on a créé une adresse, on la mettra à l'écran pour recueillir les témoignages. Et quand je vais la consulter, je vous jure, c'est un putain de coup sur la tête. Tellement on se rend compte que le nombre de vies brisées. Pour répondre à Paul Sugy et à Julien Rochdy, non, c'est que vous voyez pas le mal qu'on leur a fait. Ils ont mis 10 000 kilomètres, certains d'entre eux, entre les quartiers dans lesquels ils ont grandi.
et les cités dans lesquelles ils veulent mûrir et devenir des hommes et fonder des familles. Hein. Ils ont vraiment morflé, quoi. Sur l'humiliation peut-être et même la colère et la rébellion, moi de manière générale, j'ai une colère et j'en veux à cette époque et aux responsables, peut-être la gauche ou autre. Moi je trouve ça profondément humiliant et je trouve qu'on est dans le domaine de l'obscénité d'être assigné le fait que je veux pas être un homme blanc. Moi, je trouve que c'est obscène, on m'y oblige. Je ne veux pas vivre dans un monde qui m'oblige à vivre au 3e étage de la tour de Babel, de la même manière que je ne veux pas avoir le sentiment d'être un prisonnier américain. J'ai l'impression que nous sommes des prisonniers américains, des détenus dans prison américaine, où on n'a quasiment pas le choix pour survivre que d'intégrer le groupe du white power qui fait de la musculation avec des tatouages à croix celtique ou des Texans marqués Europe, parce que face à eux, il y a les Cubains, les Afro-Américains. Non, mais je suis très bien, simplement donner l'individu moins fort que la communauté. On va pas redire Julien Freund pour la 50e fois. Hein. Tu es ce que l'autre dira que tu es, quoi. Et c'est ce que n'arrive pas à comprendre le bobo parisien. C'est que lui, le bobo parisien, croit être libre, affranchi des appartenances et des communautés. Non, on est renvoyé. On est ramené. Moi, je suis comme toi, je suis le premier à regretter. Je suis le premier à regretter parce que je pense qu'on est plus riche que cette assignation-là. Mais à ce compte-là, il fallait au préalable veiller à ce que les frontières soient jusqu'à un certain point étanches. Hein. Moi, ma formule, mais d'autres l'ont prise, peut-être Guy lui-même, hein, c'est qu'on voulait des ponts et pas des murs, mais on a des ponts-levis, quoi. Voilà, c'est des ponts-levis. Et la formule de Guy lui, c'est c'est le retour de l'octroi médiéval. Hein. C'est-à-dire que tu as un droit d'entrée, il faut payer un droit d'entrée. Bon, des feux, machin, etc. Mais ça, c'est l'autre qui dit l'autre qui nous renvoie. Moi, les petits gars que j'ai là, c'est vraiment, ils sont tous partis. C'est fascinant. Années 80, ça commence. Hein. Tous les petits blancs quittent c'est ce qu'ils me disent, hein, les Ulysses, toutes les brandes-barres créées dans les années 50-60. Tous vont comme l'immigration j'en sais rien, d'oiseaux. Hein. Tous partent années 80 parce qu'ils sentent qu'il y a un problème. Hein. C'est ce que raconte aussi l'ancien maire de Sarcelles, François Pupponi. Socialiste passé au centrisme. Ouais, et puis aujourd'hui sur CNews. Mais là où je voulais en venir, c'est que moi, j'ai les gens qui témoignent n'ont pas pu partir parce qu'il y a eu un divorce, hein, parce que les parents étaient vraiment dans la dèche. Hein. Donc, et c'est ce qu'ils me disent. Nous, on avait un panneau de 4x3 dans le dos. On est blanc. Et deux témoins me disent que des copains chrétiens, mais de type arménien, n'avaient aucun problème. Alors qu'ils avaient la même vision du monde. Hein, je veux dire, mais nous, Arméniens, on n'a aucun problème. Hein. On s'est jamais fait tabasser. Ah, donc bon, la communauté aussi arménienne les protégeait aussi. Non, c'est le gars qui me dit ça, c'est à 12 ans, il s'est battu 50 fois à 12 ans. Il a tiré au pistolet à grenaille sur des canailles. Hein. Il s'est fait pourchasser dans le parc aux Lièvres, donc on est à Évry, où a été tourné le film Athéna de Romain Gavras, qui est un film délirant. Pour montrer le contraste entre le réel et sa représentation, Romain Gavras fait un film où une cité prend feu parce qu'il y a eu un dérapage policier, quoi. Un policier, machin, a tué un petit délinquant. Et en réalité, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu. Tu sais, c'est exactement la lecture des émeutes urbaines, non seulement de 2005, mais de 2023, par ce milieu culturel-là et politique. Donc, et c'est aux antipodes. Ça, moi, je finis. Et c'est qu'à la fin des fins, tu te rends compte que dans Athéna, qui est sur Netflix, mais que tu te rends compte que non, c'est l'extrême droite en réalité qui a lancé le complot. Tout est à l'envers. Chose étant égale par ailleurs, moi je me souviens d'un slogan dans les manifestations de 1999 que certains criaient contre les bombardements en Serbie. Aujourd'hui le Kosovo, demain la Seine-Saint-Denis. Et j'ai une image de Milosevic rendant visite à des Serbes en 89, il vient d'arriver au pouvoir, et des Serbes qui disent: on en a assez d'être tapés, d'être tabassés par les Albanais. Alors je sais que certains disent que les Albanais sont des Européens supérieurs et extraordinaires, mais il y a cette idée quand même au Kosovo que les Albanais ont tabassé des gens qui avaient toute légitimité à être sur ce territoire. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, on en a assez. Les gens que tu as interviewés, on a fait d'être tabassés, d'être battus sur notre propre terre. Et c'est comme ça qu'ils se rebellent. Hein. Le pire dans cette affaire, c'est que la plupart des gens, on les verra plus jamais. Parce que une fois, on les avait évoqués ensemble sur ce plateau, Olivier. C'est des filles ravissantes, converties et voilées. Et c'est des types qui se sont racaillisés ou convertis et qu'on a perdus, je veux dire qu'on verra pas. Donc non, je trouve que c'est terrible pour nous, peuple historique. Hein. Très
très humiliant vieille dame de faire ce constat que chez nous, on soit arrivé à être un paria, quoi, voilà. Parce que ce sont des parias dans ces zones-là. Est-ce qu'on peut comparer ça avec le phénomène qui avait été décrit au 19e siècle aux États-Unis avec ce qu'on a appelé le mouvement white trash, c'est-à-dire ces petits blancs pauvres originaires du Sud qu'on considérait comme improductifs. Hein. Ils étaient blancs, mais ils ont été incapables de s'élever. On peut recouper les généalogies du white trash, donc du petit plouc, du redneck, mais vraiment l'ali du redneck, ce qu'on appellerait un cassos en France, par exemple, hein, à la généalogie du petit blanc, qui est une généalogie coloniale, hein, parce que c'est dans l'univers colonial que la figure du petit blanc a émergé, a vu le jour, comme une sorte de contremaître, hein, entre le grand blanc, ce que j'appelle le grand blanc. Le grand blanc, hier, c'était un esclavagiste. Aujourd'hui, c'est un professeur à Tolbiac, à Jussieu, ou un journaliste à France Inter. C'est le grand blanc. Et il y a le petit blanc. Le petit blanc, c'est l'électeur de Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est le cariste. Hier, c'était le type qui gérait les esclaves, hein, mais qui avait quasiment un statut à peu près identique au sien. Et ces deux figures du mépris, de la condescendance, des sciences sociales vis-à-vis du white trash, hein, que vis-à-vis du petit blanc. Moi, ce terme, j'y recours, mais il est embarrassant et problématique. Hein. Donald Trump a fait la leçon à des petits blancs. La scène est magnifique, hein, qui revendiquait une culture white trash en disant que c'est pas normal. Hein. Il n'est pas normal que vous ayez intériorisé votre domination culturelle, hein, et épousé un terme aussi injurieux, aussi infériorisant que white trash. C'est une raclure. Hein. Le white trash, c'est la raclure. Hein. Comment vous, blancs, pouvez dire que vous êtes des raclures, hein. Mais ils ont tellement intériorisé ce discours social qui est un discours d'infériorisation. Je dis pas rien. Hein. C'est du racisme social, c'est du racisme de classe, et on a la limite du racisme de classe et du racisme tout court. Oui, quoi. parce que tous vos témoignages seront des gens qui viennent tous du milieu populaire. Hein, populaire ou classe moyenne. Mais c'est ça. Ouais, s'il y a un témoin à Paris-Centre dont le père est entrepreneur, mais c'est le seul, mais c'est une anomalie, le gars, parce que il a la bougeotte. Hein. Il est en permanence dans la rue, quoi. Donc lui, il me fait un tableau de Paris nocturne inhabituel, hein, avec des coins qui sont comme à la grande époque de l'Ancien Régime, hein, avec des coins qui sont des coupes-gorges. Hein, voilà. Donc lui, mais le reste, c'est ça que je veux pas voir, le grand blanc. Le grand blanc a sacrifié le petit blanc depuis le rapport Terra Nova, puis même avant, je veux dire jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que le bouquin a du mal en dehors de Marianne, mais Marianne répond à sa définition, à celle, en tout cas, de journal, hein, transpartisan. En dehors de Marianne, de Bolloré et de notre écosystème médiatique, hein, on se heurte à un mur, franchement, qui a le plus grand mal à se lézarder. Hein. Après, est-ce que ça pose pas aussi la question de l'altérité au quotidien ? C'est-à-dire que ce que tu appelles le grand blanc, en fait, sa perception de l'immigration, pour le dire vulgairement, c'est sa nounou et son dealer. Je sais bien. Sinon, il a les moyens d'ériger des murs scolaires pour ses enfants. Ils passent leur temps à tricher. Je donne les exemples, c'en est quand même fascinant. De Émeric Caron, qui nous emmerde du matin au soir. Oui, qui habite Versailles. Alors en tout cas, il met sa fille à Versailles. Non, il habite Versailles. Il habite même Versailles, alors qu'il est député du Nord parisien. Mais je trouve que le chef-d'œuvre, c'est Pape Ndiaye. Hein. La figure de Calimero dans sa splendeur. Pape Ndiaye, c'est le premier fils d'un ingénieur noir, hein, qui a quitté la famille au bout de 2 à 3 ans et est retourné en Afrique, je crois guinéen. Mère enseignante, lui-même est passé par la Canale, normale supérieure, thèse. Hein. Enfin bref, c'est un grand blanc. Pape Ndiaye est un grand blanc qui devient. Enfin bon. Ça se termine, mon cher François. Il y a un numéro 2 qui se prépare. Ouais. Donc, alors, on va mettre, il va y avoir une adresse pour les témoignages. On va la mettre. Voilà, on va la mettre en incrustation. En tout cas, celui-là, il est toujours en vente. Hein, allez-y, parce que je crois qu'on va bientôt atteindre combien ? Allez, on n'est pas... Des milliers. Des milliers ? Voilà, des milliers. Ah, c'est déjà pas mal pour ce racisme anti-blanc. Voilà, nous, on se retrouve, Olivier, le mois prochain. Le mois prochain, avec grand plaisir. Voilà. Bonjour chez vous.